Prenons un exemple d'application de la bascule entre les modes mentaux. Dans le mode mental automatique, ma perception du risque, c'est de réduire la probabilité de reproduction des erreurs telles que je les ai vécues, telles que je les ai produites. Autrement dit, je cherche à accumuler, à capitaliser des connaissances qui me permettent de réussir ce que j'ai déjà réussi, de reproduire des succès et d'éviter des échecs. Tout cela est évidemment extrêmement important, cette capitalisation. Et tous les processus qualité et autres sont évidemment la base de notre culture et de notre savoir et savoir-faire. Maintenant, de là à penser que quand on a capitalisé un certain savoir issu du passé ou d'une expérience ailleurs, ça nous protège contre le risque, est probablement erroné, d'autant plus qu'on est dans des étapes évolutives de notre histoire personnelle ou sociale. En période de crise, par exemple, pour ne faire qu'une allusion au contexte actuel, eh bien, en période de crise, ce qu'on croit être certain ne l'est plus, ou en tous les cas ne paraît plus adapté. Et dans ces cas-là, accepter la prise de risque innovante, se mouiller, si on peut dire, dans son opinion, dans sa perception, dans sa représentation, dans son expérimentation, assumer cette prise de risque n'est finalement pas plus risqué que de faire ce qui semble connu mais qui ne marche plus. Est-il plus sensé de reproduire une erreur donc qui nous mène inévitablement à la reproduction de l'erreur sous prétexte que c'est plus socialement accepté? Ou est-il finalement moins risqué de faire ce que l'on pense quand on a quelques raisons de penser qu'il faut faire autrement? Parce qu'au bout du compte, les conseillers ne sont pas les payeurs. Comme chacun sait, on est moins jugé par les autres, en tous les cas dans une société contemporaine, on est moins jugé par les autres que par les faits. Finalement, nous devons assumer les résultats de notre vie, de nos choix, et sa personne ne se substituera à nous de façon véritablement profonde. Donc prenons des risques, assurément. Cela nous permettra à la fois de nous apaiser et probablement de nous rendre plus réalisés, plus épanouis, et en tous les cas, sûrement, statistiquement, à l'échelle d'une société qui prend des risques évolue, une société qui n'en prend plus. En réalité, on prend un autre, c'est celui de l'immobilisme et de l'inadaptation. L'approche cognitive, du latin cognere, avoir conscience, comprendre, savoir. L'approche cognitive s'intéresse aux mécanismes de pensée et aux mécanismes d'apprentissage. Et plus particulièrement, la thérapie cognitive s'intéresse à la façon dont un individu en situation réelle va gérer les difficultés qu'il rencontre. Plus précisément, la thérapie cognitive essaie de résoudre, d'aider plutôt les personnes à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent quand elles sont stressées, autrement dit anxieuses, agressives ou déprimées. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a l'incohérence, bien plus souvent que la frustration ou le danger, derrière le stress de l'homme moderne. Ce qu'on appelle le stress cognitif. Probablement, dans des contextes sauvages, le stress de la survie est plus fréquent, mais dans notre vie moderne, c'est d'abord le stress de l'incohérence. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Que, en fait, le stress survient quand nous ne sommes pas adaptés, ce qui laisse supposer qu'une partie de nous-mêmes le sait. Parce que sinon, nous serions des imbéciles heureux, dit-on, au niveau des adages. Alors, au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ces conflits internes qui semblent nous animer quand nous sommes stressés? C'est qu'il y a en gros une opposition entre deux grands modes mentaux, celui qui gère le connu, on le voit en imagerie cérébrale, des territoires plutôt médians et postérieurs qui gèrent le connu, et des territoires plutôt antérieurs, préfrontaux derrière le front, donc qui gèrent l'inconnu. Et lorsqu'on se trompe de circuit, lorsqu'on va plutôt solliciter les territoires de la recherche du connu dans une situation qu'on ne maîtrise pas, donc sur lesquelles on n'a pas de réponse toute prête, alors on se stresse. Non pas tellement parce qu'on n'a pas la bonne réponse, mais parce qu'on n'a pas la bonne attitude. Et en adoptant une attitude de curiosité, d'ouverture, 6 mots-clés, curiosité, souplesse, nuance, relativité, rationalité, c'est-à-dire chercher les causes plutôt que vouloir maîtriser les effets, et en dernier lieu, prise de risque, parce que la prise de risque n'est pas une vraie prise de risque. Il est clair que quand nous sommes devant une situation d'échec, c'est une nécessité. Alors, qui dit modes mentaux pose la question, comment les reconnaître dans la vie courante, si on n'a pas un outil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle sous la main, ce qui est quand même pas courant, et puis c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, est-ce qu'on peut, dans la vie de tous les jours, deviner, identifier, même de façon assez précise, ces modes? Oui. 6 mots-clés dans un sens, 6 mots-clés dans l'autre, que je cite brièvement: curiosité, souplesse, nuance, relativité, rationalité, individualisation, c'est-à-dire capacité à avoir une opinion. Et puis l'autre mode, c'est le contraire, routine, persévérance, simplification, certitude.
empirisme et opinion des autres qui prédominent sur notre propre opinion, la peur de mal faire. Alors, avoir conscience de ces modes est déterminant parce que les deux modes sont utiles. L'un est utile à produire. On a vu par exemple que la ritualisation des connaissances, la procéduralisation, les process qualité ont donné d'énormes résultats au niveau des entreprises. Pour autant, il est fondamental, à certains moments, de remettre en cause ce système pour des raisons d'équilibre personnel, sinon on a du stress qui explose, et une incapacité à faire face au changement, et puis également parce que, tout bêtement, c'est une créativité, une productivité que tout le monde possède, et dont on se prive